4 jours après l'attaque de Ouagadougou, les parents des victimes n'attendent plus que les dépouilles de leurs parents décédés. Mais dans quel état d'esprit se fait cette attente? Nous sommes allés dans la famille d'une victime pour chercher la réponse à cette question. Le SILS qui lance le projet 1 de son programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, un projet qui va améliorer les conditions de vie de plus de 3 millions de personnes dans 7 pays de la sous-région et dont le coût est estimé à plus de 10 milliards de francs CFA. C'est le menu de cette édition de l'actualité. Bienvenue à tous et merci à vous de suivre le 13h15 de la télévision du Burkina. Et pour ouvrir ce journal, le nouveau bilan des attaques de l'avenue Kwame Nkrumah avec la police scientifique et technique appuyée par les experts français et américains. Un bilan qui fait état actuellement de 33 morts et plusieurs interpellations. Mokhtar Ouedraogo et Drissa Serré suivent l'évolution des enquêtes pour nous. Le compte rendu avec la voix de Draman Guéné. Les enquêteurs poursuivent leur travail sur les lieux de l'attaque. Le bilan actualisé fait état désormais de 33 morts, parmi lesquels 10 Burkinabés, 6 Canadiens, 3 Ukrainiens, 2 Français, 2 Suisses, 1 Libyen, 1 Hollandais, 1 Portugais, 1 Américain et une Franco-Canadienne. 2 corps restent toujours à identifier. Les présumés assaillants neutralisés sont au nombre de 3. Après l'expertise des vidéos de surveillance, les agents du FBI ont identifié des individus suspects et ont tous été interpellés. 140 otages ont été au total libérés. Les dégâts matériels se chiffrent à 30 véhicules carbonisés, 43 motos et vélos incendiés. Voilà, un seul mort a été enregistré à l'hôtel Splendide de Ouagadougou. Les terroristes n'ont peut-être pas séjourné à l'hôtel, mais des suspects ont été arrêtés suite à des enquêtes. Les précisions avec Karim Patrick Namouanou. Ces impacts de balles sont l'œuvre des terroristes. À l'hôtel Splendide, ils ont fait un mort, un agent des sapeurs-pompiers. Les auteurs des attaques du 15 janvier n'ont pas dormi au complexe hôtelier, mais des suspects, oui. Dès le début, je pense que moi-même, j'ai cru qu'ils ont hébergé ici, mais on a un système de vidéosurveillance. On a retracé le tout avec l'équipe de la gendarmerie. Mais parmi les assaillants, les 3 qu'ils ont abattus, on n'a pas retrouvé, en tout cas dans la vidéosurveillance, on n'a pas retrouvé les traces. Mais il y a des suspects qui ont hébergé ici, qui sont en train d'interroger. Les enquêtes se poursuivent sur le terrain. Des auditions sont en cours. Grâce aux images de la vidéosurveillance, des interpellations ont été faites. Je pense que c'est des Nigériens et je pense qu'un député du Niger. Vous savez que la présidentielle au Niger, il paraît qu'il est venu pour prendre contact avec la communauté nigérienne ici. Bon, l'enquête continue, je ne sais pas. Donc comme c'est des Touaregs, on les a aperçus au niveau de la vidéo, là, bon, donc c'est pourquoi on les a interceptés. Parce que quand on a libéré les otages, les 126 là, qui étaient à l'hôtel en ce moment, ils étaient parmi les clients, là. Ils étaient avec les clients au stade du 4 août. Donc, comme c'était un peu suspect pendant la journée du 15, là, nous, on avait remarqué un certain nombre de mouvements. Donc, quand le réceptionniste m'a relaté les faits, j'ai dit à la gendarmerie de les arrêter. Les conclusions des enquêteurs nous diront si les suspects sont complices des crimes des terroristes. Voilà les familles des victimes des attentats de l'avenue Kwame Nkrumah. Elles sont désormais dans l'attente des dépouilles de leurs parents décédés. Dans la famille de Nobila Paul Gelbeogo, amis proches et connaissances entourent la veuve et les orphelins. À la douleur se mêle l'incompréhension, mais on essaie de pardonner. Amadou Ilboudo, Viviane Tiendrebeogo. Noélie Gelbeogo retient difficilement ses larmes. Dans cet album, quelques souvenirs et des photos de son père, Nobila Paul Gelbeogo. Conducteur à la retraite, il est tombé sous les balles des terroristes le 15 janvier sur la terrasse de Capuchino. Il accompagnait ses amis canadiens en fin de séjour à l'aéroport. Ils devraient prendre le vol de 21 h. Et quand ils sont partis, ils ont dit que le vol a été programmé pour à 22 h.
Et c'est de là maintenant qu'ils sont repartis au restaurant. Ils sont tous restés. Et tous. Celui-là, lui il est resté avec mon papa. Il y a celui-là aussi qui est resté. Lui, il est resté avec sa femme et ses 2 enfants, avec ce monsieur, avec le vieux. Celle qui est maintenant orpheline se pose des questions. Pourquoi dans une mosquée? Pourquoi? C'est un lieu saint. Le Dieu, il est comment? Mais moi, personnellement, je les pardonne. Que Dieu les pardonne pour tous. Au Burkina, nous sommes tous en famille. Ça, c'est quelque chose que même eux tous, ils ne pourront pas enlever au Burkina Faso. Pour Noélie, son frère et toute la famille, c'est une grande perte. Depuis l'annonce de la nouvelle, amis et proches entourent la famille Guelbeogo de leur présence et de leur prière. Accordez aux âmes de vos serviteurs et de vos servantes la rémission de tous leurs péchés, que nos prières ferventes leur obtiennent le pardon. Nobila Paul Guelbeogo laisse l'image d'un père affectueux, d'un voisin et ami fidèle et d'un travailleur consciencieux, même après sa retraite. Et les quotidiens de ce 19 janvier analysent la situation sécuritaire au Burkina Faso. Certaines parutions ont fait appel à des spécialistes de l'islam pour comprendre les raisons de cette attaque et d'autres informent sur la marche organisée à Djibo contre l'enlèvement des expatriés australiens. Touboum Evelyne Dabiré a feuilleté les journaux. Plusieurs pays voisins ont exprimé leur soutien au Burkina après l'attaque djihadiste du 15 janvier. Vous n'êtes pas seul, nous sommes à vos côtés, affirme le président Yahi Boni du Bénin dans notre temps. Même témoignage de compassion de la part de la Côte d'Ivoire et du Mali, dont les premiers ministres sont venus rencontrer le président du Faso, informe Sidoya et DNF. Et ces attaques suscitent encore des interrogations. Pourquoi? Questionne l'observateur Palga. ACMI répond dans les colonnes du journal Le Soir et dit vouloir purifier les terres musulmanes des services occidentaux. Nulle part dans le Coran, il n'est fait pédagogie de la violence et du mal, retorque le président des ambassadeurs de la paix dans le quotidien. L'observateur Palga, lui, fait appel à Oumarou Paul Kwalaga, spécialiste du djihadisme, qui explique. Dans la coopération pour lutter contre le terrorisme, le Burkina dans le G5 du Sahel était le seul pays qui n'avait pas véritablement été frappé. Ils viennent de le faire, donc ils ont fait la boucle. Autre interrogation dans le pays, le Burkina pouvait-il faire face à cette attaque? Lona Charles Ouattara, colonel à la retraite, répond par la négative et poursuit. Il n'y a aucun doute là-dessus, nos forces de défense et de sécurité n'ont pas de moyens de renseignement. C'est un drone américain d'observation qui a été prêté à la France pour observer le périmètre de la zone des attaques terroristes. La section antiterroriste du parquet de Paris a d'ailleurs ouvert une enquête suite à la mort de 2 Français dans l'attaque du vendredi dernier, informe aujourd'hui au Faso. Toujours en rapport avec les attaques terroristes et l'enlèvement du couple australien à Djibo, une manifestation pour exiger leur libération a été organisée pour DNF. C'est une marée humaine qui était dans les rues de Djibo. Autre point de l'actualité avec la série d'installations des ministres qui se poursuit. Les ministres en charge de l'éducation, de l'enseignement supérieur, des ressources animales, de la justice et le secrétaire d'État chargé de la recherche scientifique ont pris officiellement fonction. Ils promettent fonder leurs actions sur les valeurs d'équité, de probité et de justice. On voit tout ça avec Kansoum Koulibaly et Mokoum Dabiré. Au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Samadou Koulibaly passe la main à Jean-Martin Koulibaly. Une éducation de qualité pour tous, c'est le défi que compte relever ce spécialiste en formation. Michel Filga Sawadogo lui reste en poste, mais dans une nouvelle configuration. Il est désormais en charge des enseignements supérieurs, de la recherche scientifique et de l'innovation. Dans cette tâche, Filga Sawadogo est aidé par le secrétaire d'État Urbain Koulidiati, qui lui est chargé de la recherche scientifique et de l'innovation. Les 2 hommes se fixent pour objectif de trouver des solutions aux problèmes des universités et de la recherche.
L'optimisation des fruits et de la recherche, c'est ce sur quoi se focalise le nouveau ministre des Ressources animales et halieutiques, Samanogo Koutou, qui succède à Paul Romba. En effet, le nouveau maître des lieux promet d'accroître la production animale à travers la mise en œuvre des résultats de la recherche. C'est à René Bagoro qui revient d'exécuter les chantiers de la justice. Le défi est énorme et le nouveau ministre en est pleinement conscient. Il devra en effet poursuivre l'œuvre de son prédécesseur Joséphine Ouédraogo pour le renouveau de la justice. Les ministres entrants sont appelés à fonder leur action sur les valeurs d'équité, de probité et de justice. Le secrétaire général du gouvernement a également installé dans leurs fonctions les chefs des départements en charge de l'habitat, de la jeunesse, de la culture et de la communication. Les nouveaux ministres disent mesurer l'ampleur de la tâche qui les attend et prennent l'engagement de donner le meilleur d'eux-mêmes pour relever les défis de leurs départements respectifs. Moussa Ouédraogo, Bouma Ernest Nebié. Passation de charge au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat entre le ministre sortant René Bagoro et celui entrant Dieudonné Maurice Bonanné. Un ministre entrant qui compte s'attaquer le plus rapidement possible aux grands défis de son département. Le même acte solennel a été constaté au ministère en charge de la jeunesse. Salifou Dambélé, après 13 mois de gestion, passe le témoin à Jean-Claude Bouda. Les agents du ministère en charge de la culture et de celui de la communication ont également assisté à l'installation de leurs nouveaux ministres. Il s'agit respectivement de Tahirou Bari et de Rémi Fulgence Danguinou. Des ministres installés qui ont félicité leurs prédécesseurs pour les résultats déjà engrangés. Ils comptent sur la collaboration de l'ensemble des agents afin qu'ils puissent relever les défis auxquels font face leurs ministères respectifs. Le comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel lance le projet 1 de son programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Un programme en 4 projets d'une durée de 5 ans chacun. Le projet 1 qui devra améliorer la chaîne de production et les conditions de vie d'au moins 3 millions de personnes concerne 7 pays de la sous-région et va coûter environ 10 milliards de francs CFA. Des précisions avec David Bambara et Ismaël Diloma Sirima. Cette rencontre marque le lancement de la première phase du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire au Sahel. Pour une durée de 5 ans, cette première étape va toucher 7 pays du Comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SILSA. Environ 10 milliards de francs CFA sont prévus pour améliorer les conditions de vie de 3 millions de personnes. Donc, le moment est venu pour que nous puissions arrêter de tourner en rond. Le moment est venu pour que nous puissions moderniser le secteur de production pour produire suffisamment, n'est-ce pas, pour satisfaire nos besoins fondamentaux nutritionnels et alimentaires, pour transformer l'excès, créer de richesses et de l'emploi pour ces jeunes. Le SILSA compte ainsi investir dans l'irrigation, la transformation ainsi que dans les infrastructures. Sur les 20 prochaines années, par des périodes de 5 ans, nous allons travailler à vraiment résoudre ce problème de façon définitive et nous comptons sur la coopération du CIS, la coopération des États membres bien sûr, pour mener à bien ce programme qui est extrêmement important pour la sous-région. À l'issue de ce premier projet qui interviendra en 2020, 3 autres d'une durée de 5 ans chacun sont attendus. Le tout devrait contribuer à la réalisation de l'objectif zéro faim en 2032. Et la foire agro-silvo-pastorale de Komsilga qui donnera à voir cette année encore les potentialités agricoles et les ressources animales dans la localité. La 3e édition de ce rendez-vous est prévue se tenir du 18 au 21 février 2016. Les organisateurs ont rencontré la presse pour le point des préparatifs. Yacouba Gamene et Bouma Ernest Nebié. La foire agro-silvo-pastorale est à sa 3e édition cette année. Une édition qui prévoit de nombreuses innovations selon son promoteur. Elle aura lieu du 18 au 21 février 2016 dans la commune rurale de Komsilga. Nous sommes passés d'une foire régionale à une foire nationale.
Et cette foire nationale ouvre une compétition aux 13 régions. Chacun devait présenter ce qu'il sait faire, ce qu'il maîtrise. Également, la différence est que des gens se sont inscrits sur le plan international. Une des grandes innovations, les groupements se sont engagés, les groupements féminins surtout, se sont inscrits vraiment pour participer à cette foire. C'est une manifestation qui permet chaque année à des milliers d'acteurs du monde paysan venus du Burkina et d'ailleurs de faire la promotion de leurs produits. La foire est également une occasion d'échange d'expériences entre les participants et une opportunité d'affaires. En venant à cette foire, vous rencontrez d'autres partenaires. En venant à cette foire, vous échangez avec ceux qui connaissent mieux que vous. En venant dans cette foire, vous avez la possibilité d'avoir des financements de vos projets. Nous avons invité des partenaires financiers, des ONG et associations internationales. La présente édition est placée sous le thème « Filière agro-silvopastorale, quelle contribution à la création d'emplois pour les jeunes et les femmes ?» Plus de 400 stands sont prévus pour les exposants. Les 3 meilleurs de chaque filière seront primés. Des prix composés généralement de charrettes et d'autres matériels de travail. Un mot de l'actualité hors de chez nous pour finir. Le Premier ministre britannique encourage l'intégration par la langue. Le gouvernement britannique vient de lancer un fonds doté de 26 millions d'euros pour améliorer le niveau d'instruction des musulmanes, ce qui ne fait pas l'unanimité au sein du monde islamique britannique. Mais David Cameron est déterminé. Maîtriser la langue de Shakespeare est désormais indispensable pour les musulmanes qui veulent rester au Royaume-Uni. Les musulmanes qui ne maîtrisent pas suffisamment l'anglais pourraient être expulsés du Royaume-Uni. Voilà la mise en garde adressée par le Premier ministre britannique. David Cameron dénonce une ségrégation sexuelle dont les musulmanes seraient victimes. Son gouvernement vient de lancer un fonds doté de 26 millions d'euros pour les aider à améliorer leur niveau d'anglais. Nous voulons bâtir une société avec plus d'intégration, de cohésion, une nation où chacun peut exprimer au mieux ses talents. Or, on ne peut pas y parvenir si certains ne parlent pas notre langue. Dans de nombreux cas, ce n'est pas de la faute de ceux et celles qui ne parlent pas l'anglais. Ils sont souvent encouragés à ne pas s'intégrer, à ne pas sortir, à ne pas apprendre la langue. Cela doit changer et ces propositions, j'en suis sûr, vont changer les choses. Cette initiative suscite de nombreuses critiques des organisations musulmanes britanniques. Elle dénonce une stigmatisation injuste et juge que les propos de David Cameron sont maladroits et simplistes à l'image de cette représentante associative. Nous recevons des appels de femmes musulmanes qui nous disent qu'elles veulent vraiment faire des études et vraiment apprendre l'anglais. Or, il s'agit de femmes qui en sont empêchées par leurs beaux-parents et leurs maris, qui les menacent de les renvoyer au pays. Ils les contrôlent et les réduisent au silence. Donc si le gouvernement dit « sanctionnons ces femmes qui ne veulent pas apprendre », il les revictimise. Selon le gouvernement, près d'un quart des musulmanes du Royaume-Uni parlent peu ou pas anglais. Ils regrettent leur incapacité à trouver un emploi et estiment que la non-maîtrise de la langue peut rendre les musulmans britanniques plus vulnérables face à l'extrémisme. Voilà pour l'actualité de cette mi-journée sur la télévision du Burkina. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente journée à tous et à toutes.